Bonjour à tous. Nous sommes ravis, très heureuses, puisque nous avons un panel 100% féminin pour commencer, de vous accueillir, amoureux, passionnés, découvreurs de la data. Nous allons vous présenter une synthèse de Data Issues, Data Trends. C'est une étude qui a été écrite avec vous. Il y a eu une dizaine de rédacteurs. Néanmoins, ce que nous allons vous présenter, c'est vous qui le vivez au quotidien. On commet ensemble le meilleur, parfois le moins bon, mais on surmonte ça. Et puis surtout, face aux enjeux et aux défis de la data et de l'IA, nous trouvons des solutions, et c'est ce qu'incarnent les tendances que nous allons vous présenter. Mes camarades, pour y aller, Fanny, la championne de la protection. Venez en parler avec elle à l'EA Clinique. Tout à fait, on vous attendra pour vous diagnostiquer autour de vos problématiques au sujet de l'IA. Et Jamila, la superwoman des données marketing. Donc vous voulez en savoir plus sur vos clients, sur leur parcours et les cookies tiers, on évoquera ça. Bonjour à tous et bienvenue. Et donc je m'appelle Nora, j'ai le plaisir d'interviewer nos experts. Et retrouvez-nous à l'EA Clinique tout à l'heure pour un petit diagnostic culture data. On y va sans plus attendre. Merci d'être aussi nombreux. Je vois que la compétition des autres conférences ne nous fait pas peur. On commence directement par les issues, là où nous avons vraiment très mal aux pieds. Et là, est-ce qu'il y en a qui sont surpris par les douleurs qui ont été remontées par la centaine de Chief Data Officers et d'acteurs data qu'on a interviewés? Gestion des données, industrialisation, people. C'est un peu comme les épidémies de grippe, ça revient régulièrement. La bonne nouvelle, c'est que des thérapies existent. Parlons-en. Alors, la gestion des données, c'est quoi, Jamila? Qu'est-ce qu'on entend derrière? C'est un peu comme ce que tu disais, hein, c'est comme l'épidémie de grippe, ça revient à chaque fois. Quand on parle de gestion des données, on parle de valorisation de la donnée, on parle de sa gouvernance et on parle aussi de sa transversalité. C'est vraiment une problématique aujourd'hui qui est remontée. Sa transversalité et donc sa partageabilité au sein de l'organisation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que oui, il y a des rôles et des responsabilités autour de la data qui sont définis, mais ils sont pas toujours incarnés. Donc, on n'arrive pas forcément à identifier les bonnes personnes autour de ces rôles et de ces responsabilités. On va avoir une donnée qui est parfois définie, parfois pas ou pas complètement, donc elle devient difficilement partageable. Et de la même manière, toutes les règles qui tournent autour de la donnée, que ce soit les règles de qualité, les règles de sécurité ou d'accès à la donnée, ne sont pas toujours définies. Tout ça, ce sont des difficultés qui font qu'à un moment donné, il est difficile d'avoir une vision globale du patrimoine data de l'organisation, et encore moins d'inscrire les bonnes pratiques ou d'harmoniser en tout cas les pratiques autour de la data au sein de l'organisation. Mais Jamila, ça fait depuis longtemps quand même qu'on travaille à déployer les bonnes pratiques, les rôles de responsabilité. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi, Nora. La problématique autour de la gestion de la data est quand même une problématique au long cours. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va se résoudre du jour au lendemain. Et puis je vais prononcer une phrase cette année que je pourrais très bien prononcer l'année prochaine. On est vraiment face à un foisonnement de la donnée et un foisonnement qui n'a jamais eu lieu jusqu'à maintenant. Mais chaque année, on va avoir de plus en plus de données. Et donc chaque année, on va avoir de plus en plus besoin de gérer cette donnée. Et pourtant, les investissements autour de la gestion de la data ne sont pas forcément consentis, parce qu'il y a une problématique ou une exigence de ROI qui soit à la fois fort et immédiat, et donc il y a d'autres projets qui sont priorisés autour de ça, d'une part, et d'autre part, il reste encore cette nécessité de gérer la donnée et de ne pas en faire un irritant. C'est vraiment la problématique à laquelle s'exposent les organisations. Ne pas en faire un irritant et puis, par ricochet, c'est en faire un actif pour l'organisation pour pouvoir justement en tirer des bénéfices, à la fois sur l'amélioration de la performance de l'organisation, mais aussi sur l'amplification, on va dire, de ses capacités d'innovation. Je propose une petite séquence alcoolique et anonyme. Non, on va le faire plus positif. Il y en a qui ont plus de problèmes de gestion de données?
Voilà. Je prends ma blouse de docteur. Vous avez mal à la gestion de données? Levez la main pour voir. Ah, il y a des courageux. Ah, ok. Je vois. Ça se soigne. Oui, oui, ça se soigne. Effectivement. Ça se soigne puisqu'il y a encore des drivers qui poussent, on va dire, les organisations justement à mieux gérer leurs données. Bon, on a un driver qui revient aussi, mais qui s'accentue. C'est un driver réglementaire. Hein. Non. Si. Un driver réglementaire. On a, on va dire, tout un ensemble je perds mes mots. Tout un ensemble de réglementations, donc des directives, comme par exemple la CSRD, qui va pousser justement les organisations à gérer leurs données. On va avoir des réglementations. Bon, on a beaucoup parlé du RGPD qui est généralisé, mais qui se durcit quand même de plus en plus d'une année à l'autre. Et puis ensuite, on va avoir l'IA Act, qui va être aussi un enjeu et qui va inciter et pousser les entreprises et les organisations à mieux gérer leurs données, et notamment leur qualité et leur accessibilité. Ça, c'est la première catégorie driver. Et puis ensuite, on va avoir aussi un driver qui est un impératif d'innovation, parce que les organisations ont besoin d'innover pour justement garder un caractère d'innovation et de différenciation pour attirer encore les utilisateurs. Donc la carotte et le bâton, en fait. La carotte et le bâton, mais pour autant, il y a quand même, enfin, je veux dire, il y a ce driver réglementaire qui est un peu le bâton. Il faut quand même le dire, mais il y a ce driver on va dire, d'amélioration de la performance. Donc il y a un aspect plutôt positif. Il faut voir les choses de façon positive. Et d'ailleurs, il y a une tendance dont on va parler tout à l'heure, qui est la Value Driven Data Governance, qui, on va dire, prêche en faveur d'une meilleure gestion de la donnée. D'accord. Merci beaucoup. Et du coup, une fois qu'on a bien géré nos données, tout ça, pourquoi? Pour l'industrialisation. Et là, on souffre aussi de difficultés à industrialiser. Bon, je vous refais pas le sondage des alcooliques anonymes, mais bon, que ceux qui industrialisent bien se lèvent, comme ça on pourra les interviewer pour capter les meilleures pratiques. Mais pour tous ceux qui peinent un tout petit peu, en 2024, encore une fois, hein, on a déjà commencé à travailler dessus, on a fait des progrès. Mais qu'est-ce qui manque encore? Alors, en 2024, ce qui est un petit peu nouveau, c'est que il y a une vraie pression. Alors, j'imagine que si on devait poser la question dans la salle, allez, on va dire 80% vont dire oui. Il y a une vraie pression qui est en lien avec l'IA générative, donc un top management qui va exiger de développer des produits, etc., d'intégrer l'IA générative dans tout ce qu'on peut développer au sein de l'organisation. D'une part, il y a cette pression-là, et d'autre part, il y a, comme je le disais, de plus en plus de données, donc de plus en plus de pression autour de cette donnée qui doit devenir accessible et qui doit devenir utilisable et exploitable assez facilement. Là-dessus, pour justement industrialiser, il faut lever deux difficultés. Une première difficulté qui va tourner autour de tout ce qui est culture et maturité data. Il faut accompagner les métiers, faire en sorte qu'ils soient impliqués et qu'ils montent en compétences autour de la donnée. Et puis, il y a aussi une notion de formation, puisqu'il y a un foisonnement technologique. Il y a besoin de former en continu les équipes, justement, pour qu'elles puissent prendre en main l'ensemble de ces technologies. Et il y a une course à ce niveau-là, hein, on le voit bien. Hein, il y a vraiment une course au développement technologique. Et donc, les entreprises et les organisations ont besoin de se raccrocher, d'une part. D'autre part, l'organisation de tout ce qui est delivery des projets doit continuer à évoluer avec, on va dire, 3 mots d'ordre: désiloter, transversaliser, donc faire travailler les métiers avec l'IT, et puis optimiser les ressources. D'accord. Sur l'industrialisation, vous retrouvez, ça fait écho en termes de symptômes et de difficultés, ou vous en voyez d'autres? Peut-être. C'est vrai que c'est difficile de prendre la parole comme ça devant tout le monde. Parlons-en dans la journée. Et
Est-ce qu'il Dans l'industrialisation, ce qu'il faut retenir, Nora, surtout, c'est de faire travailler les équipes les unes avec les autres. C'est d'avoir une politique volontariste de renforcement des équipes projets pluridisciplinaires et multidisciplinaires. C'est vraiment faire travailler les gens les uns avec les autres. C'est aussi d'intégrer les métiers le plus en amont possible, justement pour tenir compte de leurs besoins, prendre en compte leurs besoins. Et pour y parvenir, il faut une gouvernance de la donnée qui incite justement et qui favorise la collaboration entre les différentes équipes, même si elles n'ont pas forcément d'aspérité. Il y a aussi un rôle du côté des managers qui ont un rôle à jouer, notamment les managers de proximité, pour justement coordonner et jouer un rôle d'agent fluidifiant, on va dire, entre les équipes, justement pour faciliter et aider les équipes dans leur quotidien. D'un point de vue, on va dire, outils, il y a moyen aussi d'utiliser des outils de suivi commun. C'est des outils qui sont pas forcément très coûteux et qui pourtant apportent beaucoup de performance aux équipes. Donc tous ces éléments-là peuvent jouer en faveur d'une industrialisation et faciliter justement l'industrialisation. D'accord. Ah bah, en fait, derrière la gestion des données et l'industrialisation, il y a quelque chose qui revient très très souvent, sans surprise, c'est la dimension humaine, people. Alors, on en avait déjà parlé, hein, c'est récurrent sur les éditions Data Issues. Quels sont les gros focus 2024, enfin 2023-2024, Fanny? Effectivement, sans surprise, on va retrouver les mêmes difficultés qu'on avait l'année dernière déjà et qu'on avait les années d'avant. C'est-à-dire déjà le premier point sur la partie recrutement, puisque voilà, j'imagine que vous avez remonté en tout cas tous cette difficulté d'aller recruter des experts, des confirmés sur ces sujets-là. Donc ça veut dire que vous continuez à investir massivement sur la formation en interne pour faire monter les collaborateurs, avec cet enjeu d'une formation continue, ce qui est assez naturel, mais des formations qui évoluent, parce qu'en fait les rôles évoluent, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux rôles, et donc vous avez besoin de retravailler les parcours de formation, les cursus. Donc on a d'un côté des choses qui se sont quand même structurées avec des organisations qui ont construit des parcours data, qui ont vraiment cette philosophie d'accompagnement sur la durée, mais qui doivent systématiquement retravailler tout ça pour prendre en compte les nouveautés. On le voit notamment avec l'IA générative, qui en plus, en mettant cette technologie dans les mains de grand nombre de collaborateurs, nécessite des formations à grande échelle. Donc on retrouve toujours ces sujets-là qui vont perdurer, et je pense que l'année prochaine on les retrouvera aussi puisque ça bouge. Ce qui est un petit peu nouveau cette année, ce qu'on a vu apparaître dans ce qui a été remonté sur cette partie people, c'est plus on va dire la pérennisation de la mobilisation, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait on a fait des initiatives, hein, on a parlé, on a mis en place des process, des gouvernances, on a nommé des rôles, hein, on a nommé nos data owners par exemple dans les différents domaines métiers. On a su investir sur cette partie-là, mais parfois ça peut s'essouffler un petit peu au fil du temps. Et en creusant un petit peu, on se rend compte qu'il y a deux leviers en fait sur le fait que cette mobilisation puisse s'essouffler. La première, c'est que on a un peu l'euphorie du moment avec la data comme sujet stratégique qu'on va mettre en place. Une fois que c'est à peu près fait, on se dit c'est bon, ça va rouler. Et en fait non, c'est quelque chose qu'il faut continuer à soutenir dans le temps, et il faut que le top management, il ait dans sa stratégie et dans ses priorités toujours ces sujets data à cranter, puisqu'on voit en plus qu'ils ont différents niveaux à chaque fois. Et puis le deuxième, qui est aussi une responsabilité un peu du top management, sans vouloir le stigmatiser aujourd'hui, c'est vraiment la valorisation aussi des collaborateurs. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de mon data owner qui avait déjà un rôle opérationnel, métier en général, à qui on est venu rajouter une responsabilité data. Donc normalement on l'a fait, il a envie, il est motivé, etc. Mais au final, si cette nouvelle casquette, on la valorise pas, soit au niveau du top management ou au niveau de RH par exemple. Alors valorisation, ça peut être une question de salaire, mais ça peut être aussi juste une question de titre, d'intitulé de poste, de communication, de mise en valeur, on va dire au sens large. Et peut y avoir aussi un petit peu un moment, un essoufflement en se disant bon, après tout je fais ça, mais en plus est-ce que ça vaut autant, c'est quoi ma priorité, c'est quoi mes objectifs? Et parfois du coup ça fait que voilà, il y a un peu un essoufflement au fil du temps. Mais en fait la data, c'est comme l'amour, ça ne dure pas 3 ans. Non, il y a l'étape, faut travailler. On se rencontre, c'est l'éblouissement, c'est la phase de l'amour, puis la routine arrive. Mais si vous voulez que votre relation, elle perdure, elle soit pérenne, qu'elle dure toute la vie, et au-delà, amour éternel, il faut l'entretenir.
Et au-delà de l'éblouissement du début, il faut avoir ses routines et puis se donner des preuves d'attention et de considération tous les jours, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, cette envolée romantique de Momentin. C'est le printemps, ça m'inspire. Alors, je vous propose de passer aux tendances, puisque bon, les difficultés, on les vit, on les connaît, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des solutions pour aller un petit peu plus loin, pour accélérer. Alors, c'est mon moment, Madame Météo, puisque voici l'évolution des tendances climatiques autour de la data. Chaque année, nous réinterrogeons. Qu'est-ce qui vous agite? Qu'est-ce qui vous passionne? Quelles sont les bonnes idées, les nouveaux concepts qui peuvent avoir quelque chose d'intéressant, parce que on mature aussi. Hein. Et alors, je vais pas toutes les citer, mais justement, il y a des choses qui bougent, et c'est un peu l'explication de la filiation génétique presque de ces tendances. 2022, on commence, on en a une dizaine, assez excitante. Néanmoins, l'année d'après, on s'aperçoit que parfois, ce sont des modes ou bien des choses qui vont muter dans le temps. Alors, certaines disparaissent. Alors, pas dans la nature, pas complètement. Par exemple, Data Academy et Data Ops, c'était le gros sujet 2021-2022. Bien, ça reste des chantiers, des initiatives. Néanmoins, c'est bon, à peu près tout le monde est parti, a fait sa Data Academy, a formé, s'est intégré dans toutes les bonnes pratiques de développement, intégration continue. Et donc, c'est du business as usual. C'est la routine. Vous travaillez en continu dessus. On a une très belle tendance, Data Office as a Profit Center, comme un centre de résultats pour incarner, mieux mettre en valeur justement la valeur, les impacts positifs apportés par la data. Aujourd'hui, malheureusement, c'est vu comme un centre de coût. On l'a ajourné celle-là, on a beaucoup plus de problématiques à traiter avant d'en arriver là. Néanmoins, ensemble, j'espère que nous pourrons bientôt la faire ressurgir dans nos tendances. Il y a des tendances qui ont muté, qui ont évolué. Une très intéressante, notamment, c'est Data Product, ainsi que Data Science SBI. Vous allez voir que on va plus loin. Et finalement, on s'était emparé d'une notion. La data, finalement, sa valeur, on l'aperçoit lorsqu'on l'utilise réellement. Et ça, ce sont les Data Products. Mais pour délivrer des solutions aux utilisateurs, internes et externes, il y a tout un écosystème à mettre en place. Et comme un produit ou un service, il faut gérer son cycle de vie, hein, sa vie, ça meurt, ça s'entretient. Et on va retrouver ça derrière la notion de data productization, par exemple. Chaque année, nous avons des nouveautés. On va en parler tout à l'heure. Elles ont je trouve qu'on a été pas trop mauvais sur le marketing, hein, justement, des libellés. J'espère que ça vous interpelle. Et je vous propose d'y aller. Alors, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à lever la main pour que ce soit un petit peu interactif. Hop. On va commencer par un premier ensemble, une première grande dimension avec un barbarisme qu'on a créé, qu'on assume, la data productization. Alors, comment on nation le data product, s'il te plaît, Jamila? C'est difficile de parler après toi, Nora. Data productization, donc en fait, c'est le principe de dire quelle est la capacité de l'organisation, la capacité offerte par l'organisation de consommer la data sous forme de produits. On parle vraiment de produits data. Et si on parle de produits data, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la valeur qu'on va apporter à l'utilisateur. La data productization, comme je le disais, parle de produit, et si on parle de valeur de ce produit, la valeur est vraiment en lien, enfin la valeur ajoutée de ce produit est en lien avec la data. Alors on va avoir différents types de produits data, hein, ils sont assez protéiformes, du plus simple au plus compliqué, et on va parler de l'IA générative, bien entendu, qui est le dernier data product tendance monétisable. Tu vas me demander en quoi est-ce que c'est intéressant ?
Ben oui, pourquoi est-ce que tout le monde essaye de data productiser et donc c'est un petit peu au-delà de data product? Parce qu'il y a, alors ma montre me joue des tours. Ce qui se passe en fait, c'est que le fait de transformer le produit, la data en produit, permet justement de simplifier l'opérationnalisation et la consommation de la data au sein de l'organisation. Ça, c'est un point qui est crucial. C'est-à-dire qu'on simplifie vraiment et on laisse les métiers et l'ensemble des utilisateurs s'approprier la data et l'utiliser de façon plus simple et plus efficace. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, si on parle de data product, ceux qui intègrent de l'IA, et notamment de l'IA générative, se verticalisent, donc se spécialisent. À partir de là, on va trouver des produits qui vont apporter des bénéfices, notamment de réduction de coûts et de délais de mise sur le marché. Et d'autre part, on va avoir des solutions plus précises et pérennes avec un ROI qui va être plus rapide et avec une prise en main par les utilisateurs aussi qui va être simplifiée. Donc des solutions spécialisées par métier, par secteur, parce que c'est ça qui, enfin, il y a le côté généraliste. On a tous essayé de jouer avec ChatGPT, Gemini, etc. Mais ce qu'on est en train de découvrir, c'est que le game changer, il se trouve vraiment dans la spécialisation. Dans la spécialisation, parce que ça apporte encore plus de valeur. Ça facilite les choses, on va dire, pour les métiers, parce que c'est ça aussi. On s'adresse à des métiers dont on va dire la compétence principale n'est pas forcément la data. Donc, on aide le métier à s'approprier la data et à l'utiliser, l'exploiter et en tirer les bénéfices qu'il faut. Je pense que ce qu'il faut retenir autour de data productization, c'est important d'intégrer de l'IA et notamment de l'IA générative dans cette démarche de productisation. Les data products génèrent de la valeur, donc et même accentuent et maximisent la valeur qui est portée par la data. Et puis, comme tu le disais, la spécialisation permet justement d'accélérer la monétisation grâce à des modèles adaptés à chacun des métiers. Après, il y a quand même des conditions. C'est de garantir le premier mile. Quand on parle de premier mile, on parle d'IA et on parle d'IA générative, mais c'est le contenu principal, c'est quand même de la data. La data. Donc, il faut garantir la qualité de cette data, son accessibilité. Enfin, je vais pas reciter tous les éléments. Et d'autre part, tenir compte justement des spécificités des métiers et des difficultés qu'ils peuvent avoir, qui leur sont propres. En fait, les data products, c'était déjà une démarche où on mettait l'utilisateur au centre. Le deuxième effet qui se coule, je dirais, le deuxième bénéfice, c'est que la diffusion de solutions adaptées, désirables, attractives, faciles à utiliser auprès des métiers, contribue à cette démocratisation et à la création justement de cet esprit data citizen, culture data partagée, parce que cette valeur est beaucoup plus perceptible dans la vie de tous les jours concrètement. Et du coup, en fait, il faut s'organiser pour faire ça. Et c'est là qu'on parle de value-driven data governance. Donc c'est la mutation de la data governance qui, au début, posait la constitution, les règles du jeu autour de la donnée. Et value-driven, ça cache quelque chose derrière. Value-driven, il y a une notion de value. Ça cache, mais à peine. Très rapidement hein, sur cette tendance qui est vraiment structurante et importante. Jusque-là, on parlait de gouvernance de la donnée. La gouvernance de la donnée, elle est quand même drivée par des exigences réglementaires. Elle a un aspect assez marqué, assez défensif, on va dire. Elle ne permet pas, en tout cas, on n'a pas pu jusqu'à maintenant identifier les leviers de mise à l'échelle. Elle est considérée comme un centre de coût et on n'arrive pas forcément à fédérer et à embarquer les métiers. Si on prend le pendant de value-driven data governance, c'est quoi exactement? Le principe, c'est vraiment de créer de la valeur en alignant la gouvernance de la data sur la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit au service de quelque chose. Et quoi de mieux que de la mettre au service de la stratégie de l'entreprise? Alors, ça veut dire considérer la donnée comme un produit le plus en amont possible. Essayer d'en extraire le maximum de valeur. Responsabiliser les métiers. Et les autonomiser parce que c'est quand même eux qui vont porter leur data product et faire en sorte de faire passer la data d'une information à un produit avec de la valeur et avec des bénéfices, avec tous les bénéfices dont on parlait sur la performance de l'entreprise, son innovation, etc. Bon, il y a des métiers dans la salle. Ça doit vous devez avoir les oreilles qui sifflent beaucoup parce qu'on parle beaucoup de
d'autonomisation, de responsabilisation. C'est vrai que la reprise en main, quelque part, de la data par les métiers, c'est un grand axe. Et d'ailleurs, en fait, on va dire 2 mots. Il y a des choses, il y a des moyens qui permettent de cette autonomisation et cette prise en main par les métiers. La data, elle sort du champ des spécialistes. La data sort du champ des spécialistes parce que à partir du moment où on parle de data product, c'est un peu ce que veut mettre en avant la value driven data governance. Quand on parle de data product, on met les produits data entre les mains des métiers. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que cette value driven data governance, par l'élan qu'elle apporte au métier, elle va forcément inscrire toutes les missions qu'elle supporte dans les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc à partir de là, on a vraiment une adéquation entre la gouvernance et la stratégie ou les enjeux stratégiques de l'entreprise. D'autre part, si on parle de value-driven data governance, on la matérialise par exemple à travers la productisation. Tout à l'heure, on en parlait, productisation de la data, donc data product, donc une nécessité d'identifier les rôles et les responsabilités autour de la data, notamment les data qui composent les data products. Et puis, au-delà de ça, on va simplifier le partage, la réutilisabilité des data products au sein de l'organisation. Ouais. D'ailleurs, on l'observe déjà depuis plusieurs années. Il y a une tendance qui s'appelait Data Science as BI, et puis on a tous plus ou moins vécu le côté BI, donc Business Intelligence, self-service. Avant, il fallait passer par un ticket, demander la création d'indicateurs, de tableaux de bord. De plus en plus, on donne de l'autonomie, des choses prêtes à utiliser et modulaires, recomposables, un petit peu comme une boîte de Lego au métier. Et on constate avec le low-code data platform que de plus en plus, on abaisse les barrières à l'entrée en termes d'expertise technique, technologique, très clairement savoir coder, avec des solutions qui sont modulaires, compréhensibles plus rapidement et qui permettent de composer des data products quasiment tout seul. Quasiment tout seul. Quasiment tout seul. Sur cette tendance, on va aller vite. Nora, je te propose, pour laisser la place déjà à Fanny et puis d'autres tendances qui sont encore plus structurantes. Effectivement, le low-code data platform permet justement de mettre entre les mains des métiers des programmations modulaires et visuelles qui leur permettent on va dire, de s'approprier et de faire eux-mêmes assez rapidement et assez facilement. Donc c'est comme des produits sur étagère qu'on va utiliser pour programmer, coder, en tout cas rassembler des bouts de code. Low code, ça veut bien dire qu'il n'y a pas forcément de code. Donc ça, c'est un peu la limite. La deuxième limite, c'est qu'il faut quand même cadrer cette utilisation pour qu'il y ait quand même une sécurisation, notamment sur les règles de sécurisation des données, par exemple, au sein de l'organisation. Et puis le troisième point, c'est que quand on s'attaque, on va dire, à un sujet un peu complexe, passer par du code traditionnel devient une nécessité. Ouf, les data scientists, encore du boulot. Exactement. Tu nous dis 2 mots sur Beyond 360 Data, parce que l'année dernière, on avait parlé d'aller chercher des données. Alors le 360, c'est les données qu'on a chez nous. Et puis, deuxième niveau, c'est aller chercher les données de notre écosystème, de nos partenaires. Et puis, troisième niveau, on va un petit peu plus loin. On va chercher des données environnementales, sociales. On va un peu plus open, etc., pour enrichir la vue, notamment des clients. Cette année, il y a un enjeu particulier. Il y a un enjeu particulier. En tout cas, on l'a pris par le prisme du marketing. Je pense que si je parle d'arrêt des cookies tiers qui va arriver dans quelques mois maintenant, quasiment tout le monde saura exactement de quoi il s'agit. Et si on parle d'arrêt des cookies tiers, on parle aussi d'un appauvrissement de la connaissance client. Alors ça, c'est, je dirais, entre guillemets, la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que il y a quand même des choses qui se combinent en même temps. Les data clean rooms qui existent depuis un certain temps maintenant, mais qui sont en train de s'accentuer, de se généraliser et se démocratiser, on va dire. Et d'autre part, l'IA générative qui est très facilitatrice en termes d'enrichissement de la connaissance client. Donc l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est justement de capter le maximum de données à travers les data clean rooms, mais aussi à travers toutes les interactions qu'elles peuvent avoir avec les utilisateurs, en combinant l'ensemble avec de l'IA générative pour justement créer des data products dédiés au métier du marketing.
À noter que là, on a fait une emphase sur les données marketing, client. Maintenant, cette démarche, cette logique de data clean room, data sharing, en fait, c'est ça qu'il y a derrière. Et ça vaut aussi pour tout type d'objets data ou d'axes d'analyse et d'approfondissement de connaissances. L'année dernière, on avait parlé des patates, notamment. Aude, si tu es là, coucou. Donc, si vous voulez connaître l'histoire de iPatate, on en reparlera. Alors Fanny, Madame Data Protection et tout ça, on a besoin de sécurité, de protection. Secnum Cloud, parlons-en. Effectivement, on a besoin de sécurisation des données, on en parlait, que ce soit des données clients, utilisateurs, collaborateurs, patients ou même des données plus confidentielles et moins personnelles. Et donc c'est un sujet qu'on a dans les tuyaux, que vous avez dans les tuyaux depuis quelques temps maintenant, ce besoin de sécurisation, et que les organisations ont pris conscience de cette nécessité-là. Alors la réglementation, elle a bien aidé aussi à faire prendre conscience de cette exigence, comme d'habitude, mais pas seulement. On voit en plus qu'il y a une vraie pression de la part du citoyen, on va dire de manière générale, une pression du marché où chacun d'entre nous, quand on entend en plus toutes les fuites de données qu'on a autour de nous, on a envie qu'on vienne protéger nos données. Donc les organisations ont vraiment compris ça maintenant depuis quelques temps, et on commençait déjà à travailler sur ce sujet avec effectivement le Secnum Cloud dont tu parlais. Pour rappel rapidement, le Secnum Cloud, en fait, c'est un référentiel de l'ANSSI qui fixe en fait des règles de sécurité qui permettent d'offrir des hautes exigences en termes de sécurité technique, organisationnelle, etc. Et donc un fournisseur de services dans le nuage qui serait certifié Secnum Cloud, et donc un gage de confiance et de sécurisation des données. Donc les organisations, elles sont aujourd'hui en train de construire justement leur stratégie sur ce sujet-là. Qu'est-ce que je vais mettre dans un cloud souverain, donc voilà, sachant la difficulté d'aller vers le cloud souverain, à minima sur un cloud de confiance, qu'est-ce que je vais laisser sur un cloud public, commercial, traditionnel. Donc il y a vraiment une réflexion autour de ça, de comment, de qu'est-ce que je vais faire, quelle est ma cible, puisqu'en fonction de mes données, de mes cas d'usage, il n'y a pas forcément nécessité de tout mettre sur un cloud de confiance. Et puis comment j'atteins cette cible-là. Donc on voit beaucoup d'organisations qui s'organisent autour de ça, qui fixent cette stratégie. Et par contre, ce qui est un peu nouveau, et ce qu'on a vu arriver aussi, notamment avec le l'IA génératif, qui a décidément fait bouger pas mal de lignes ces derniers mois, c'est qu'effectivement, on était très porté sur la sécurisation de la donnée, ce qui est logique, c'est le nerf de la guerre, c'est la donnée brute. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a un besoin maintenant de sécurisation de bout en bout. Si on reprend effectivement l'exemple de l'IA, bien sûr, il va falloir sécuriser la donnée, les données d'entraînement tout au long du cycle de vie du système d'IA, mais aussi l'algorithme en lui-même, pour éviter justement ces menaces extérieures, ces intrusions, ces cybermenaces, etc. Donc, on a en fait élargi le concept de la sécurisation de la donnée à tout son cycle de vie, et donc jusqu'au traitement. Est-ce que tu viens pas de me faire la transition vers le trustworthy AI? C'est possible. C'est possible, effectivement. On parle de l'AI de confiance au sens large, donc forcément une AI de confiance. Et on prend l'exemple de l'IA parce que on en parle beaucoup en ce moment, mais ça se transpose aussi à d'autres types de traitements et d'autres produits autour de la donnée. On a parlé de la sécurisation, on va dire technologique, le côté un peu matériel, infrastructure, comment je vais me construire ma forteresse, mes remparts pour protéger mes données, mes traitements. Mais à l'intérieur, on a des gens qui travaillent, et on sait très bien que si on sécurise bien l'extérieur, mais que dans la maison on fait n'importe quoi, on va pouvoir introduire de nouveaux risques. Et donc on a vraiment ce besoin pour aller vers une IA de confiance ou une data de confiance au sens plus large, d'avoir une responsabilisation des individus tout au long également du cycle de vie de l'IA. Et oui, parce que l'IA c'est bien, mais il y a de l'humain avant, pendant, après. Et en fait c'est ça, on remet l'accent à nouveau sur l'humain et sur sa responsabilité vis-à-vis des biais, l'éthique. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, si on prend l'AI Act, là, qui a été, donc la nouvelle réglementation sur l'IA qui a été votée là le 13 mars, qui va pas tarder à entrer en vigueur, dans l'introduction, dans l'objectif du texte, on explique effectivement l'objectif, c'est qu'on puisse avoir une intelligence artificielle de confiance centrée sur l'homme. Donc on voit effectivement que ce qui peut paraître une évidence revient mine de rien au sens des priorités, d'avoir l'humain qui garde la maîtrise de ces technologies. Et garder la maîtrise, ça veut dire, comme tu le disais, tout au long du cycle de vie, avec par exemple dès la
la genèse du cas d'usage, d'avoir les équipes, toutes les parties prenantes, donc les développeurs, les métiers, les futurs utilisateurs qui vont par exemple commencer à se dire quels sont les biais que pourrait venir introduire mon cas d'usage autour de l'IA. Et y réfléchir très en amont permet derrière de trouver les moyens de les limiter ou en tout cas de les maîtriser pour savoir effectivement ce qu'on va en faire. Donc il y a vraiment ce besoin de remettre l'homme au milieu du village entre guillemets. Ouais, donc des règles pour sécuriser les données, des règles pour sécuriser la manière dont on les exploite et tout ça avec l'humain au milieu. Donc besoin de process, de gouvernance pour structurer un petit peu tout ça. On va dans une vision de plus en plus globale, holistique. On s'aperçoit qu'on peut pas juste rendre safe juste un bout du process. Et du coup, ça nous amène à la dimension reset. En fait, la responsabilité, elle est globale. Oui, tout à fait. Elle est globale, on l'a vu, elle est transverse, c'est-à-dire qu'on a une responsabilité de l'idéation du cas d'usage jusqu'à sa post-mise en service, sa surveillance pour garantir que il va rester clean tout le temps. Et effectivement, on a derrière la responsabilité, on a vraiment une responsabilité 360 avec cette notion de reset, donc la responsabilité économique, sociale, environnementale et technologique. Et on se rend compte qu'effectivement, les organisations ont vraiment saisi ce sujet. Alors encore une fois, la réglementation va les y pousser davantage, avec notamment l'AIAC dont je parlais tout à l'heure, mais versus d'autres types de réglementation, là on a vraiment eu des choses qui ont été très anticipées. Les organisations sont déjà sur ces sujets-là, de se fixer quel est mon cadre éthique d'utilisation de l'IA, de commencer à se poser des questions justement sur ces process pour se dire comment garantir cette responsabilité et de l'introduire chez chacun et à chaque étape. Si on reprend l'exemple de l'IA par exemple, notre développeur IA, il va se poser la question, on l'a dit en amont, des biais, etc. Mais il va aussi se poser la question au moment du choix de son algorithme de quel équilibre entre ma performance et l'explicabilité, qui parfois est plus importante dans certains cas d'usage que d'avoir une précision, une performance forte. L'équilibre entre la performance et l'impact environnemental, qui est un vrai sujet aujourd'hui. On parlait de la CSRD tout à l'heure, tout ce qui est RSE. Aujourd'hui, on a des moyens d'utiliser des modèles plus petits, de faire appel à des services moins éclatés pour pouvoir justement minimiser l'impact environnemental du système. Donc voilà, on a vraiment cette responsabilisation 360 qui est indispensable aujourd'hui. Ça fait beaucoup, mais bon. La bonne nouvelle, c'est que on a développé des démarches, etc. Donc on a une reset scorecard pour aider aussi à passer en revue les grandes dimensions importantes et puis savoir comment on se positionne par rapport à ces différents aspects. On y va petit à petit, effectivement. Oui. Ah oui, là il y a une tendance, le DAC Engineer. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. C'est une créature nouvelle. Qui nous en parle là du DAC? Ouais. C'est une créature nouvelle. Alors c'est un mutant, mais effectivement, on a pris cet exemple-là qui est intéressant parce que en fait c'est une évolution tout simplement du data ingénieur. C'est tout. Un data ingénieur qui avait déjà été pas mal impacté avec les récentes évolutions technologiques autour du cloud, on en parlait notamment. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce rôle-là, c'est que avec toutes les évolutions dont on parle depuis tout à l'heure, l'apparition du cloud, des différents types de services, le data product, etc. Le data ingénieur qui est là, alors je vulgarise volontairement sans vouloir minimiser le rôle, mais qui a pour objectif de monter les tuyaux pour permettre l'interopérabilité, les transferts de données, les échanges de données. On voit que bien sûr il est toujours data, son D de data ingénieur est toujours là, il a toujours ce besoin de garantir une cohérence fonctionnelle, de gérer les échanges, de mettre à disposition les données. Mais on voit aussi avec notamment l'essor des data products qu'on a besoin d'aller chercher des données, d'aller les exposer, d'aller avec on va dire l'explosion de l'usage des API, donc c'est le A du DAC Engineer. Et puis on en parlait, il y a de plus en plus d'infrastructures avec du cloud, il y a du mixte, donc il faut pouvoir justement faire communiquer toutes ces infrastructures-là. Et donc le data engineer, il doit aussi avoir cette composante cloud, qui est donc le C du DAC Engineer. Et donc tout ça pour dire qu'en fait il y a une vraie évolution du rôle, un élargissement, une verticalisation de ses compétences qui sont nécessaires pour lui permettre de garder toujours un maximum d'autonomie pour pouvoir travailler, c'est-à-dire éviter qu'il y ait une trop forte dépendance vis-à-vis de ses confrères avec qui il doit bien sûr continuer à travailler, mais lui donner des compléments de rôle, des compétences complémentaires pour qu'il puisse être plus efficient dans son travail. Donc l'idée c'est pas qu'il remplace tout le monde.
parce que j'allais dire, c'est pas l'IA qui va remplacer certains jobs, c'est le data engineer qui va tout couvrir. C'est ça. C'est pas du tout le but. Voilà, on aura toujours des software engineers, des cloud engineers, des analytics. Enfin, on aura voilà toutes ces expertises restent, mais en fait, chacun va muter un petit peu pour prendre un petit peu de l'autre, va s'hybrider pour favoriser justement les zones un peu d'achoppement. Donc l'idée justement, c'est de faire attention à ça, de pas essayer de se faire des moutons à 5 pattes experts sur tout parce que ça fonctionnera pas, mais plutôt voilà de l'accompagner pour venir attraper ces autres compétences qui vont lui permettre d'être un peu plus autonome et d'avoir une approche plus simple et éviter un peu le burn-out. En fait, il incarne aussi ce qu'on évoqué en filigrane. Au fur et à mesure qu'on travaille sur la data, les choses évoluent, se complexifient, maturent, et donc des rôles qu'on pensait assez bien délimités, finalement, il y a des adhérences et ça invite à revisiter les rôles et les responsabilités. Je sais que ça enthousiasme jamais grand monde, mais arrêtons quand même de mettre une pression folle sur nos data ingénieurs, par exemple, en exigeant trop. Trouvons peut-être la juste limite des compétences à détenir et surtout la collaboration avec, bien sûr, les équipes, notamment infrastructure, cloud, API, avec lesquelles il y a une collaboration indispensable. Avec l'accompagnement, la formation et puis la valorisation dont on parlait tout à l'heure. Yes. Ah, excusez-moi. Est-ce qu'on peut encore avoir... On peut avoir 3 minutes? Merci. Alors... Centaure versus Cyborg. Je l'adore celui-là. Alors, avant qu'on commente ces concepts, en cherchant une illustration, et j'ai mobilisé des amis qui ont bien voulu jouer avec moi, je me suis aperçue d'une limitation et d'un filtre. Je ne sais pas si vous le saviez. C'est difficile de demander à une IA générative d'images de faire un centaure. On a essayé de contourner, on a essayé de lui raconter que c'était Chiron, le dieu mythique, etc. Mais il n'a pas voulu. Donc en fait, je me retrouve avec un cyberpunk licorne. Voilà. Alors plus sérieusement, on parle des... Donc on reste sur la thématique people et évolution. Qu'est-ce qu'on veut dire derrière cyborg et centaure? On reste quand même chez les mutants et chez les nouvelles espèces, Nora. Donc, plus sérieusement, au-delà du data engineer, centaure versus cyborg, en fait, on tourne autour de la question de la répartition des tâches entre l'humain et la machine. C'est vraiment la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce qui doit être mis entre les mains de la machine et qu'est-ce que l'humain doit garder entre les mains? Et si on doit parler d'une tendance comme celle-ci, il y a une étude dont il faut parler et qu'il faut évoquer. C'est une étude qui a donné naissance à un working paper et qui a été réalisée par la Harvard Business School et qui fait un focus sur l'utilisation de l'intelligence artificielle par ce qu'on appelle les travailleurs de la connaissance, les knowledge workers, qu'on peut assimiler à des cols blancs, on va dire. Et en fait, on va identifier deux profils et deux catégories de population. Les centaures, qui vont utiliser l'intelligence artificielle de façon complètement consciente et qui vont sélectionner les tâches qu'ils vont lui confier versus celles qu'ils vont garder. Ils vont lui confier des tâches, on va dire, pour lesquelles elle va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus performante. Et puis, on va avoir les cyborgs d'un autre côté, qui vont être plutôt les personnes qui vont utiliser l'intelligence artificielle de façon elle est intégrée de façon très étroite et ils vont l'utiliser de façon quasiment inconsciente. Donc sans trop savoir qu'il y a de l'intelligence artificielle derrière. Je parie qu'il y a déjà des cyborgs ici. Très honnêtement, je pense qu'on est tous cyborgs, Nora. En fait. En fait, oui, on est cyborg et centaure. En fait, c'est pas tant une distinction. Il n'y a pas vraiment de population. On est tous à différents moments centaures ou cyborg. Il n'y a pas vraiment de frontières. C'est pas un clan pour l'un et un clan pour l'autre. L'enjeu et l'idée et toute la question, c'est vraiment de trouver le bon dosage. C'est vraiment de savoir où mettre le curseur. L'objectif aujourd'hui, bien sûr, est-ce qu'il y a un avantage à utiliser l'intelligence artificielle? Clairement, oui, mais ça dépend de comment on peut la doser, ça dépend de où on met le curseur, et ça dépend aussi de certains facteurs qui sont des facteurs d'efficacité, on va dire, de coût, de bénéfices. Donc il y a tout un savant mélange de l'ensemble de ces facteurs pour savoir justement quel est le bon mix entre l'humain et l'intelligence artificielle, sachant que le mot d'ordre et le mot de la fin, c'est vraiment que l'humain garde la main sur qu'est-ce qui doit être décidé en termes de répartition.
Super, merci beaucoup. Alors, nous aurions aimé avoir 4 heures pour en parler avec vous, mais malheureusement, le temps nous est compté. Vous retrouverez bien sûr des versions papier de notre étude à l'entrée, et puis ce sera téléchargeable, si vous préférez, sur notre site web dès demain. Si vous voulez une présentation plus détaillée, approfondir certaines issues ou tendances, prenez rendez-vous avec nous, didt@group1point.com, Data Issues, Data Trends. Vous aurez toute l'équipe d'experts, et merci à eux, et notamment merci Nadège d'avoir géré Data Issues, Data Trends encore une fois pour nous cette année, pour répondre à vos questions. Et enfin, je vous invite à venir à l'EI Clinic, prendre rendez-vous, donc avec le QR code, les rendez-vous sont pris en ligne. Et puis on est là, nous, sur la journée, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on reste dans le coin. Merci à tous. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.